Et avec nos invités pour parler mécénat et générosité des Français au cœur de cette actualité. Bonjour Catherine Pégard. Bonjour. Vous êtes présidente du Château de Versailles. En termes de mécénat, vous avez beaucoup à dire et à partager avec les auditeurs d'Europe 1 et votre lecture aussi de cette actualité nous intéresse. Avec nous également le président d'Admicale, une association qui assure la promotion et la défense justement du mécénat en France. François Desbiès, bonjour. Bonjour. Et nous serons avec vous, chers auditeurs, et avec des maires notamment qui donneront aussi en accord avec leurs administrés. Nous réagissons d'abord avec vous au message envoyé par un certain nombre de personnalités, de politiques, et à l'adresse hier soir d'Emmanuel Macron pour rebâtir Notre-Dame en 5 ans, qui met donc à contribution la générosité des Français. Des riches comme des moins riches ont donné de l'argent au fond. Chacun a donné ce qu'il a pu. Chacun à sa place. Chacun dans son rôle. Et je vous le dis ce soir avec force. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Un peuple de bâtisseurs, un peuple peut-être généreux, mais quelle polémique, Catherine Pégard, ces derniers jours. Le président du MEDEF, Godefroy Roux de Bézieux, était avec nous hier soir sur Europe 1. Il ne comprend pas justement toutes ces polémiques associées. Près d'1 milliard de dons et les grandes fortunes qui sont dans le collimateur. Bernard Arnault, François-Henri Pinault, qui font l'objet de critiques, notamment sur la question de la défiscalisation fiscale. Vous l'avez entendu souvent, ce petit refrain, les riches qui font du mécénat justement pour des questions aussi fiscales, Catherine Pégard? Je trouve d'abord cette polémique totalement déplacée. Je trouve qu'après cet élan de générosité, parce qu'il faut quand même revenir à cela, à la suite du drame qui a frappé Notre-Dame, au bout de 2 jours, commencer à se battre sur des chiffres qui sont souvent d'ailleurs faux, je trouve ça absolument extraordinaire et même extravagant. J'étais hier à Londres, oui. Vous ne pouvez pas faire un pas, alors qu'on parle du Brexit, vous ne pouvez pas faire un pas sans que les gens vous parlent de Notre-Dame et s'inquiètent de ce qui va être fait pour Notre-Dame. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être fait? Et c'est la générosité de tous qui contribue à imaginer que en 5 ans, peut-être plus, mais en tous les cas, par une politique volontariste, on arrivera à reconstruire cette cathédrale. Et je dois dire qu'on peut souligner à la fois la générosité des grandes fortunes, mais à la fois la générosité de tous. Et nous en faisons l'expérience à chaque fois qu'il y a une crise ou un problème à Versailles. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de grands dons. Il y a des gens qui donnent pour sauver ce patrimoine, comme il y a des gens qui donnent pour encourager la recherche. Et je crois que ça devrait même écarter tout commentaire, car chacun donne à proportion de ce qu'il peut donner. On peut toujours donner plus, mais on peut aussi donner moins. Et moi, je peux vous dire que si on donne moins au château de Versailles, eh bien, il n'y aura plus de travaux au château de Versailles. Il se trouve que lundi après-midi, c'est une coïncidence atroce. Lundi après-midi, nous avons réouvert les appartements de la reine, qui étaient fermés depuis 3 ans, et ils étaient fermés pourquoi? Pour essayer de mettre en sécurité ces appartements contre l'incendie. Je peux vous dire que nous avons une urgence à faire les travaux. Nous avons une urgence à garder ce patrimoine. Nous avons une urgence à maintenir ces décors que le monde entier vient voir. Eh bien, c'est la même chose pour Notre-Dame. Le monde entier vient à Paris pour voir Notre-Dame. C'est le monument le plus fréquenté de France. Et donc, je considère que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est arrêter ces polémiques et travailler pour reconstruire Notre-Dame. Parce que pour ce patrimoine, si vous n'avez pas suffisamment de subventions culturelles, vous devez en effet fermer des zones, des lieux en attendant de trouver un petit peu un souffle financier. À votre place, François Desbiès, il y a quelques jours, Vincent Némon, qui était porte-parole des évêques de France, nous disait la difficulté qu'avait l'archiprêtre de Paris, Vincent Chauvet, à trouver des financements. Il faisait le tour du monde pour essayer justement de trouver un peu de sous pour financer Notre-Dame. Alors ça, c'est vrai que c'est l'ironie de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, près d'1 milliard de dons ont été recueillis en 48 heures. Et c'est extraordinaire. Ça, c'est grâce au mécénat, le fameux. Alors, je pense que cette opération a un caractère complètement exceptionnel qui tient au fait que Notre-Dame de Paris est exceptionnelle. C'est un bâtiment qui est unique en France, qui est probablement unique au monde aussi. Il se trouve que moi, j'habite tout près et j'ai vécu lundi soir l'émotion qu'il y avait autour de ce drame de la cathédrale en train de brûler. C'était patent. Et donc, moi, je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Catherine. Je suis choqué par les polémiques qui sont en train de se développer.
Quand on regarde l'état de la société française aujourd'hui, cette société qui est fracturée, explosée, faite de gens qui s'ignorent ou se tapent dessus, cette société où la haine est en train de devenir le lieu commun, pour une fois, depuis des années, il y a un mouvement de solidarité qui se met en place, qui se met en route, et des grands patrons de médias, des grands patrons de partis politiques vont prendre des positions antagonistes et recommencer à jeter l'anathème sur ceux qui sont prêts à faire quelque chose pour une société un peu meilleure. Certes, c'est une opération ponctuelle, à caractère exceptionnel, mais ponctuelle. Mais il n'empêche que pour la première fois, il y a une solidarité qui se remet en route et on tape dessus, mais c'est invraisemblable. Donc il faut bien expliquer, François de Bies, que si cet argent n'avait pas afflué, ce milliard d'euros de dons, on aurait dû ponctionner en partie dans les caisses de l'État. Ça aurait été notre argent, celui des contribuables. Donc c'est toujours facile de taper sur les riches. Comme le dit le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a une haine de la réussite dans notre pays, une haine qui est ravivée à cette occasion, manifestement. Absolument. Avec en plus une incompréhension des mécanismes véritables. On entend trop dire la défiscalisation, ce sont des économies pour les entreprises ou pour les particuliers. Ça n'est pas vrai. Lorsqu'un mécène met 100 sur la table, il dépense 100. Il les sort de sa poche. Alors il y en a 60 qui ne paiera pas en impôts, avec bien sûr l'acceptation de l'administration fiscale, mais il y en a 40 qui sortent purement et simplement de sa poche, et donc de toute façon, la dépense, elle est bien pour lui de la totalité des 100. Et ça, c'est la loi, Catherine Pégard. C'est la loi qui encadre le mécénat culturel. On ne fait qu'appliquer la loi. Et qui arrange aujourd'hui tout le patrimoine français. Absolument, et j'ajoute que si effectivement on n'avait pas eu cette mobilisation pour Notre-Dame, que dirait-on aujourd'hui alors qu'il y a tout le patrimoine français qui est aussi en cause, qui est aussi en jeu. Je ne parle pas seulement du château de Versailles, je parle des églises de nos villages, je parle de tous les bâtiments que nous avons à restaurer. Il y a une prise de conscience sous ce gouvernement. Je pense qu'il y a une prise de conscience, mais que cette prise, c'est au-delà de la prise de conscience. Ça veut dire aussi que la mobilisation va se faire pour les autres aujourd'hui, va aussi se faire pour mettre en sécurité les autres lieux. Nous, on a un programme à continuer, il nous faut trouver 150 millions pour le poursuivre. Eh bien, il va bien falloir qu'on vive dans l'urgence maximale pour trouver ces millions pour pouvoir mettre en sécurité le château de Versailles. Et j'ajoute que d'ailleurs, on parle aujourd'hui du mécénat. C'est assez curieux parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des drames, eh bien, le mécénat a joué un rôle de levier et un rôle moteur avant ou après, d'ailleurs, déduction fiscale ou pas. Je rappelle qu'après la guerre de 14, David Rockefeller a permis de sauver le château de Versailles en venant à Versailles et en voyant l'état de désastre de Versailles et de la cathédrale de Reims et en donnant donc une grosse dotation, une énorme dotation pour reconstruire et le château de Versailles et la cathédrale de Reims. Ce n'est pas de la même façon, plus près de nous, la grande tempête qui a frappé en 1999 la France et qui a dévasté les jardins de Versailles, qui s'est mobilisé en premier ? Ce sont les mécènes, et les petits dons comme les grands dons. Et aujourd'hui encore, nous avons des campagnes de mécénat pour les arbres, pour sauver les jardins de Versailles, et nous recevons des petits dons tous les jours pour cela. Et c'est une culture qui est d'ailleurs très développée dans les pays anglo-saxons, et on va y revenir avec vous aussi, François Desbiès et Catherine Pégard, pour comprendre aujourd'hui la générosité des Français, le mécénat culturel, les différentes formes de mécénat. On parlera aussi du mécénat de compétences, le mécénat d'entreprise. Jusqu'à 10h, faisons le tour de la question, et juste après la pause, nous recevons Marie-Hélène Toraval. Elle est maire d'une petite commune dans la Drôme et elle va mettre à contribution ses administrés. Elle nous en parle tout de suite. La mobilisation des Français pour une grande souscription nationale pour reconstruire Notre-Dame de Paris. C'est au programme jusqu'à 10h. Oui, au-delà des polémiques, parce que polémique il y a avec 1 milliard de dons qui ont afflué pour cette reconstruction, pour rebâtir Notre-Dame de Paris. On vous a posé d'ailleurs la question, Julie, sur la page Facebook d'Europe 1. C'est un résultat assez surprenant, il faut dire, avec des votes massifs. Ah oui, il y a 21 000 votes. C'est énorme. Et depuis hier soir. Ils sont partagés, c'est oui à 51%. Donc la moitié de la France, de nos auditeurs, en tout cas, sur cette page Facebook, répond à cette question. L'afflux de dons annoncé pour rénover cette cathédrale vous choque-t-il ? Bon, donc c'est partagé. Et quelques commentaires ? Oui, José, qui ne perd pas le nord, cela prouve que les grosses fortunes, les grandes sociétés pourraient augmenter les salaires. Ah oui, c'est un indicateur de fortune de toutes ces grandes sociétés. Faire un don, aucun souci.
Mais je voudrais savoir combien le Vatican donnera, car l'Église est quand même le plus riche de tous les pays. C'est signé Winnie. Alors, choqué, en aucun cas, la cathédrale Notre-Dame de Paris participe au rayonnement de la France et de Paris, au même titre que le Louvre, l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et tant d'autres. Il n'y a qu'en France que ce genre de débat existe, nous dit Fred. Oui, choqué et débat extravagant. Vous nous disiez l'un et l'autre, Catherine Pégard, présidente du Château de Versailles, et François Debiès, président d'une association amicale qui assure cette promotion et la défense du mécénat en France. Avant de vous redonner la parole, chers amis, je voudrais qu'on reçoive la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous parce que vous, comme dans plusieurs communes de France, vous avez cette proposition que vous formulerez d'ailleurs au prochain conseil municipal de faire contribuer vos administrés à cette rénovation. À quelle hauteur, madame Toraval ? En fait, je vais proposer de voter une aide que je vais prendre sur mon budget. Donc, mes habitants n'auront rien à payer en plus. C'est D'accord. pris sur le budget. Oui. Et ce sera soumis, bien sûr, à l'approbation du conseil municipal début juin. Ça équivaudra à combien d'euros par habitant ? Alors, je suis restée à la hauteur des moyens qui sont les miens et j'ai fait un arbitrage qui équivalait à 1 euro par habitant. Nous sommes une ville de pratiquement 35 000 habitants, donc ce sera une aide de 35 000 euros. Ouais, c'est déjà formidable. A priori, cette proposition sera acceptée, selon vos informations, par votre conseil municipal ? Vous le souhaitez ? Logiquement, en tant que maire, je détiens la majorité, donc je pense qu'elle sera votée. Mais franchement, j'apprécierais qu'elle soit votée à l'unanimité parce que ce patrimoine qui a failli disparaître complètement, c'est le bien de tous et je pense qu'on doit être unis par rapport à cette situation-là. L'esprit de solidarité, je pense que c'est un gros marqueur de notre pays et je vois qu'aujourd'hui, on est dans des provocations un petit peu caricaturales et je trouve ça dommage. C'est une manière Moi, je salue, très claire de vous associer. Et je salue l'action des grandes entreprises. Je voulais dire aussi que ces grandes entreprises, vous parliez de LVMH, eh bien, ce sont des entreprises aussi qui créent de l'emploi sur nos territoires, puisque aujourd'hui, nous en bénéficions. Je veux dire aussi que moi, je suis bien contente de trouver l'État pour m'accompagner lorsque je fais des rénovations. L'État nous accompagne et il ne faut pas l'oublier non plus. Et là, on ne se pose pas la question s'il faut l'approbation de tous ou pas. C'est une belle philosophie. Hein. L'État était là pour vous soutenir. C'est normal que vous rendiez l'appareil. Catherine Pégard va réagir aussi, parce que là, c'est la parole d'un élu de terrain qui a du sens et qui, justement, souligne la vertu à la fois du mécénat, mais aussi de l'engagement des grandes entreprises, pour revenir à notre propos préambule. Vous, par exemple, Catherine, vous étiez à Sotheby's hier à Londres pour participer d'une certaine manière aussi à ces dons et à cette générosité ? Oui, là aussi, c'est une coïncidence. Il se trouve que la maison Mouton Rothschild avait, comme vous le savez, produit du vin. Et ces vins, les étiquettes de ces vins, depuis 1945, sont dessinées par des artistes. Oui. Il se trouve que nous recevons des artistes chaque année à Versailles depuis 12 ans. Et nous avons noté avec Philippe de Rothschild, le président de Mouton Rothschild, que 5 de ces artistes étaient en commun dans les collections de bouteilles de Mouton Rothschild et dans les collections d'art contemporain de Versailles. Oui. Et la maison Mouton Rothschild a décidé de faire une caisse dédiée à Versailles, de la vendre aux enchères à Hong Kong, à Londres et à New York, et de verser le bénéfice au château de Versailles. Toute l'intégralité du bénéfice au château de Versailles. Et hier, j'ai choisi de donner ce bénéfice de la vente de Londres à Notre-Dame, pour qu'un grand patrimoine inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité à l'UNESCO aide un autre grand patrimoine de l'UNESCO. Et je pense que c'est simplement symbolique, c'est quand même 870 000 euros, mais c'est symbolique de l'effort que nous faisons les uns pour les autres, alors que nous avons besoin nous-mêmes à Versailles de cet argent. Mais je pense que la cause de Notre-Dame, évidemment, dans l'urgence, l'emporte sur l'urgence de Versailles. Voilà, et on n'oppose pas les causes, parce qu'on a vu pas les causes, sur les réseaux sociaux, toutes les causes se valent. Oui, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'associations dire très bien, alors ça veut dire que vous pouvez aussi donner 1 euro régulièrement aux petits frères des pauvres, à la Fondation Abbé Pierre. On n'est pas dans une segmentation justement de générosité, non. François Debiès. Pardon, si je peux ajouter, on est d'autant moins dans une segmentation de la générosité que souvent cette générosité fait des ricochets. Souvent un grand mécène contribue à restaurer le patrimoine de nos grands établissements culturels, et au lieu de prendre ces contreparties qui sont inscrites dans les obligations que l'on doit, nous,
nous, institutions culturelles, eh bien, ils préfèrent les reverser à des causes de solidarité. Par exemple, faire venir des enfants de quartiers défavorisés au château de Versailles. Par exemple, faire venir des familles en lien avec Emmaüs au château de Versailles. Et je pense que on ne dit pas assez qu'il y a une sorte de vertu, de cercle vertueux de cette générosité. Et d'ailleurs, on ne dit pas non plus assez que ces grandes fortunes, elles aident bien sûr le château de Versailles, elles aident aujourd'hui Notre-Dame, et ça se voit, et c'est massif, et tant mieux. Mais en même temps, elles font beaucoup d'autres choses qui sont totalement anonymes. Et Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault, je pense et je sais qu'ils peuvent faire des dons dont nous ignorons absolument tout. Donc je crois qu'il faut quand même de temps en temps rétablir les choses et voir que cette générosité-là, cette philanthropie-là, ce ne sont pas des mots. C'est une volonté des uns et des autres de participer à un effort collectif de protection ou du patrimoine, ou de la recherche pour la santé, ou de la solidarité à l'égard des plus démunis. Effort collectif, et au titre de la solidarité nationale, on entendait la maire de Romans-sur-Isère dans la Drôme qui est toujours avec nous, Marie-Hélène Toraval. Vous avez d'ailleurs, François Desbiès, une connaissance d'un mécénat social dans cette commune de la Drôme ? Oui, alors avant de venir à cet exemple-là, très important parce qu'illustratif, juste quelques chiffres. Le mécénat d'entreprise, c'est 3,5 milliards de dons annuels venant des entreprises, à ajouter aux 4 milliards de dons des particuliers qui représentent ce qu'on appelle aujourd'hui la philanthropie. Donc ça fait 7,5 milliards d'argent privé qui vient s'investir dans l'intérêt général. Pour le mécénat d'entreprise, la répartition par domaine, c'est la suivante. 28% de cette somme va dans le social. D'accord. 25% va dans le culturel. 23% va dans l'éducation, 11% va dans la santé et 7% va dans l'environnement. Donc, si on agrège le social et l'éducation, puisque ces deux domaines sont vraiment très très liés, ça fait 51% qui va vers le social. Ce qui montre bien que la cible dominante du mécénat, c'est la prise en compte des problématiques douloureuses de notre société, à tous les points de vue, que ce soit l'éducation, les droits des femmes, tous ces sujets qui sont le sous-jacent de notre société et qui sont pris en compte par le mécénat. Donc, le mécénat ne se résume pas à de grandes opérations visibles. Oui, mais c'est la moitié des dons en France chaque année. Voilà. Oui. Alors, effectivement, à Romans-sur-Isère, je crois, madame, qu'il y a une opération menée par une association qui s'appelle Break Poverty, qui est assez exemplaire, je trouve, de ce qui peut se produire dans le domaine social et de l'implication, de l'engagement qu'il peut y avoir de la part d'un mécène dans des problématiques de société qui sont celles auxquelles vous êtes confrontée, madame, au quotidien. Marie-Hélène Toraval. Eh bien, moi, j'avais une volonté forte sur ce qui était la réussite éducative et d'aller lutter sur la précarité intellectuelle. Donc, c'est vrai que j'ai travaillé avec Break Poverty sur une mission de mécénat qui allait contribuer à accompagner des jeunes et des moins jeunes, c'est-à-dire tous les stades de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, pour travailler sur tous les moyens à mettre en œuvre sur la réussite éducative. Pour ce faire, j'ai réuni des chefs d'entreprise autour de la table. On a fait comme une levée de fonds et on a levé 1 million d'euros avec une participation de la commune aussi pour 3 ans et pour travailler sur l'apprentissage de la lecture, mais aussi pour la possibilité, par exemple, de pouvoir suivre des études à distance en créant une Digital Academy, enfin un ensemble de dispositifs qui viennent accompagner les différentes phases où nous avons un risque de décrochage scolaire. Merci Marie-Hélène Toraval, parce que vous parlez aussi des levées de fonds, le crowdfunding, les cagnottes. On est vraiment aussi dans cet esprit d'air du temps. Alors on n'est pas dans le mécénat, mais dans une contribution un peu différente aujourd'hui, qui n'est pas simplement ciblée sur des associations, des fondations dont on connaît aussi les vertus. On fait le tour de la question jusqu'à 10h ce matin. Je redonne la parole à Catherine Pégard, François Desbiès, et puis Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère, est avec nous dans un instant. Il a déposé une proposition de loi pour porter à 90% la réduction d'impôts appliquée aux dons de particuliers. On va voir justement si cette loi est nécessaire. À tout de suite sur Europe 1. Comment fonctionne le mécénat ? Est-ce un calcul fiscalement avantageux ou de la philanthropie de la part des entreprises ? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Et à l'occasion de l'afflux de dons annoncés pour rénover la cathédrale Notre-Dame, en quelques jours, 1 milliard d'euros récoltés, l'essentiel venant des grandes fortunes, mais tant de contributions aussi à cette souscription nationale de la part de citoyens, même très désargentés, mais qui ont envie de faire leur part. Alors, juste mesure aussi. Nous sommes en ligne avec Michel Savin, sénateur Les Républicains de l'Isère. Bonjour Michel Savin.
Bonjour. Et merci de venir nous parler de votre proposition de loi. Vous cherchez à porter à 90% la réduction d'impôts appliquée aux dons de particuliers. Et vous profitez de la restauration de la cathédrale Notre-Dame pour porter ce texte dans la limite de 1 000 €. Pourquoi cette volonté, Michel Savin ? Avec ma collègue Céline Boulay-Espéronier, lorsque nous avons entendu, bien sûr, le président de la République qui a annoncé dès lundi le lancement d'une souscription nationale pour rebâtir Notre-Dame, démarche que l'on peut que saluer, bien sûr. Nous avons tout de suite réagi en proposant que la réduction d'impôts, bien sûr, puisse être portée à 90%, exceptionnellement sur cette opération, pour les dons des particuliers, avec un plafond de 1 000 €. Alors qu'Édouard Philippe a annoncé 75% de réduction fiscale pour ces mêmes dons. À hauteur de 1 000 €. Il a repris, on est très satisfait que le Premier ministre et le gouvernement aient repris l'essentiel de notre proposition. Oui. Alors la seule différence est sur le montant, entre 75 et 90. Alors pourquoi 90 ? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on ne souhaite pas que ce dispositif particulier pour la reconstruction de Notre-Dame mette en cause et en péril les autres causes sur lesquelles les Français s'engagent. En effet, notamment pour les foyers à revenus moyens, modestes, et qui vont faire le choix de donner une participation à la reconstruction de Notre-Dame, il ne faudrait pas que cet avantage puisse se faire au détriment des autres participations à d'autres associations qui ont besoin du soutien des Français. Oui, et c'est un argument qui est recevable, sur lequel je fais réagir tout de suite François Debias, qui est à votre écoute également, et qui préside Admical, une association qui assure la promotion et la défense du mécénat en France. Il y a une vertu dans cette logique que propose Michel Savin et ses collègues. Il y a effectivement une vertu. C'est vrai que l'opération Notre-Dame est une opération à caractère exceptionnel et qui rejoint la notion de chef-d'œuvre national. Je crois qu'en France, il y a 2 chefs-d'œuvre nationaux emblématiques, c'est Notre-Dame et Versailles. Donc effectivement, Notre-Dame est parfaitement légitime dans cette approche de trésor national. Cela dit, moi je pense que ce qui est très intéressant dans le mécanisme de défiscalisation qui a été monté par Jean-Jacques Ayagon il y a 15 ans maintenant, c'est la notion de complémentarité dans le financement de l'intérêt général entre les financements publics et les financements privés. Notre pays a vécu pendant des décennies dans un clivage caractérisé entre le monde public et le monde privé. Ce clivage aujourd'hui n'est simplement plus possible parce que la ressource manque dans le domaine public. Certes, la puissance publique sous ses différentes formes, qu'elle soit nationale ou territoriale, doit rester le garant de l'intérêt général et donc doit contribuer plus que le domaine privé, 60%. Et le domaine privé aura une responsabilité de plus en plus importante, que ce soit celle des entreprises à qui on demande aujourd'hui, et on le voit tous les jours dans les réflexions qui sont menées au niveau du gouvernement, du Parlement, de s'ouvrir à une responsabilité sociétale, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, donc d'en faire davantage pour l'écosystème autour d'elle, et les particuliers ont également un rôle à jouer, puisque je pense qu'une société, ça se construit ensemble, et que donc chacun a sa pierre à mettre à l'édifice. Oui, mais il y a ce caractère d'urgence qui ne doit pas gréver la générosité des Français, dont on sait qu'elle est déjà aussi impactée par la hausse de la CSG, notamment les dons aux associations ont été moins nourris cette année. Et Michel Savin, on comprend bien aussi pourquoi vous proposez aussi ce texte. Je vais vous redonner la parole, Michel Savin, dans un instant. Je voudrais faire Catherine Pégard vous faire réagir également sur le sujet. N'hésitez pas à nous dire si ces dons vous satisfont, si ces dons vous choquent d'une certaine manière. Christophe est avec nous, va réagir de Rennes dans un instant au 39 21. Jusqu'à 10h, nous parlons du mécénat et de la politique d'aide à la culture en France. Wendy Bouchard. Et pour aider peut-être à donner plus facilement, pour aider les Français à ne pas faire trop de choix aussi dans leurs dons en cette période complexe, Michel Savin a déposé une proposition de loi pour porter à 90% la réduction d'impôts appliquée aux dons de particuliers. On est dans le cadre de la restauration de Notre-Dame, mais vous souhaitez évidemment que Michel Savin, que cela soit inscrit ad vitam dans une loi. Ce ne serait pas une loi uniquement de circonstance, on imagine. Et pour l'instant, je pense qu'il faut la limiter à Notre-Dame. On aura un débat après, sur plus global, je pense, au niveau du Parlement, sur le mécénat. Ça, c'est intéressant, oui. Pourquoi aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, le mécénat le nombre de dons a diminué sur 2018. Et on ne voudrait pas avec ma collègue... Pas le mécénat, le nombre de dons de particuliers. Le nombre de dons des particuliers a diminué. Et donc, nous, dans notre proposition, on cible bien les particuliers avec un plafond à 1 000 €. Donc, on voit bien, c'est les familles, les foyers modestes qui font le choix de chaque année de cibler un montant
financiers pour soutenir certaines causes sociales au niveau de la santé, de l'agriculture. Et ces familles-là, on le sait, ne pourront pas doubler leur contribution. Oui. Donc il ne faudrait pas que la contribution que certains foyers voudront faire vers Notre-Dame remette en cause leur participation à d'autres causes. Donc c'est pour ça qu'à titre exceptionnel pour Notre-Dame, on propose de le porter à 90%. Et puis après, je pense qu'au niveau du gouvernement, il y aura un débat beaucoup plus large sur le mécénat. Je pense que certains députés le demandent aussi, et parce qu'on sait aussi que certaines causes ne sont pas très bien soutenues au niveau du mécénat. Moi, je vois le sport, c'est à peine 2% du mécénat qui est capté sur le sport. Donc, il y a bien un débat à avoir sur le mécénat dans sa globalité. Pour l'instant, il y a une situation d'urgence. Et encore une fois, on ne voudrait pas que cette situation d'urgence se fasse au détriment d'autres causes. Merci Michel Savin d'avoir explicité la proposition de loi que vous déposez sur le sujet et sur laquelle je fais réagir maintenant Catherine Pégard. Si on est dans une loi de circonstance, encore une fois, vous avez peut-être moins de crainte qu'une loi qui s'inscrirait dans le temps. Non, je pense qu'il est louable, évidemment, on ne fait que le dire, de réagir dans l'urgence, mais il faut aussi se méfier des lois de circonstance. Et je pense que la loi Aillagon, elle est très bien faite. Elle a fait ses preuves depuis une quinzaine d'années et il faut se méfier à chaud de vouloir reconsidérer des lois qui fonctionnent bien. Et comme l'a dit François Debiès, cette loi, on en a mesuré l'équilibre aussi. L'équilibre par rapport à l'apport privé et l'intervention publique. Et je pense que ça mérite effectivement sans doute un débat. Ce qui est peut-être un petit peu cocasse, j'allais dire, c'est de constater que certains députés qui étaient prêts à revoir cette loi pour en diminuer les avantages fiscaux, aujourd'hui, certains d'entre eux changent totalement d'avis. Ça prouve que l'émotion, quelquefois, fait réagir dans le bon sens. Oui. Et je crois en effet que ça sera l'objet d'un débat, comme l'a dit le Premier ministre. Mais en fait, il faut rester néanmoins vigilant sur le fait qu'une loi qui marche bien, il ne faut pas trop la changer. Et vous redisiez les chiffres forts tout à l'heure, François Debiès, 3,5 milliards d'euros par an versés par les mécènes d'entreprises, 4 milliards par les dons de particuliers, avec la plupart des mécènes qui ne défiscalisent pas. Pas la plupart. Dans le mécène d'entreprise, tous les baromètres faits par Amical depuis 15 ans ont démontré année après année qu'une entreprise sur deux fait du mécénat sans défiscalisation. Alors pour des motivations qui sont diverses, parfois par méconnaissance des mécanismes, d'autres fois parce que c'est l'organisation d'une grande entreprise qui a sa fondation qui défiscalise et puis qui fait du mécénat en dehors sans défiscaliser. Aussi par choix, il y a des entrepreneurs qui font le choix d'emblée de ne pas défiscaliser, mais toutes les études qui ont été faites montrent que la défiscalisation n'est pas une motivation majeure pour le mécénat des entreprises. L'afflux de dons annoncé pour rénover la cathédrale Notre-Dame vous choque-t-il ? Vous avez répondu oui à 50%, disait Julie tout à l'heure, 21 000 votes. Et Christophe est avec nous depuis Rennes au 39-21. Bonjour à vous Christophe. Bonjour Wendy, bonjour Julie, bonjour à votre invité. Bonjour, et merci de nous rejoindre dans cette réflexion sur le don particulier, la générosité des Français. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le site rebâtir-notre-dame.fr et si vous avez vous aussi souscrit à cette générosité, Christophe, mais le sujet vous préoccupe. Oui, j'ai écouté ce matin la réaction d'Alexis Corbière avec Audrey Crespo-Mara et je trouve ça d'un stérile pas possible. C'est une polémique à mon sens ridicule. On va rappeler une de ces formules. Qui veut défiscaliser des millions et considère qu'on est dans un jeu de grosses sommes. Bon. Oui, alors si les grandes fortunes n'avaient pas mis la main au porte-monnaie et n'avaient pas eu ce geste, on les aurait cloués au pilori. Bon, maintenant ils font un geste. Et puis Monsieur Pinault, très astucieusement, et voilà, on peut pas lui en vouloir, dit qu'il refuse de profiter de la réduction fiscale. De la réduction fiscale. On va pas pleurer, on va pas se plaindre parce que les gens les plus fortunés viennent sur cet effort national. Il faut rendre aussi hommage et respect à tous les modestes donateurs. Voilà, j'en fais partie aussi. Au-delà du fait que ce soit un monument cultuel, c'est d'abord un monument d'art aussi. Donc voilà. La seule chose qui pourrait être intéressante, je ne sais pas, votre invité peut peut-être réagir là-dessus, c'est que si l'enveloppe est extrêmement conséquente, et en l'occurrence elle va l'être... Oui, au moins déjà 1 milliard d'euros récoltés. Mais après, la nature des travaux nous dira combien il est nécessaire de récolter. Mais c'est peut-être aussi qu'on en profite pour aller au chevet d'autres monuments qui sont malades à l'heure actuelle.
actuelle. Saint-Sulpice a brûlé il y a quelques semaines, Oui. enfin en partie. Oui. Mais voilà, il y a Le port de Saint-Sulpice. peut-être aussi de profiter de cette enveloppe pour donner un coup de main, pour aider voilà, à d'autres endroits. Alors ça, Mais, typiquement, Christophe, vous pouvez peut-être nous répondre, François de Bias, est-ce qu'à partir du moment où les dons sont ciblés et alloués à une cause et encadrés, de surcroît par une loi, est-ce que cet argent peut être récupéré à d'autres effets ? Alors théoriquement non, mais en fait, vous l'avez entendu, le gouvernement et le président de la République sont prêts à mettre en place un mécanisme de surveillance pour veiller à la transparence, c'est-à-dire pour veiller à l'utilisation totalement transparente des fonds. Et donc si effectivement au bout du compte, ça m'étonnerait un peu, mais on arrivait à des travaux à Notre-Dame qui soient moins importants que les dons qui ont été faits, mais il pourrait y avoir au niveau gouvernemental une réflexion sur l'utilisation qui pourrait en être faite par ailleurs. Mais en tout cas sur les principes, un don affecté, c'est un don affecté, on ne peut pas l'envoyer ailleurs. Et vous allez nous parler justement après la pause, Catherine Pégard, de ces dons ciblés qui veulent dire quelque chose, parce que tout cet élan de générosité nous fait approcher une question importante, c'est aussi à la fois le consentement à l'impôt et aussi le sens de la dépense publique. Quand on sait précisément où va notre argent, eh bien on est plus enclin à le donner. Merci Christophe de votre appel depuis Rennes. Jean-Jacques va réagir, mais alors plutôt dans le sens inverse à votre propos à l'instant, et on est ensemble jusqu'à 10h sur Europe 1. Le tour de la question sur le mécénat, les dons en général, et en particulier sur les différentes formes d'aide à la construction de Notre-Dame de Paris. Avec un ciblage justement de ces aides, si l'on parle du château de Versailles que vous présidez, Catherine Pégard, on peut y venir avec vous. On a la possibilité, d'abord à titre privé, puis ensuite à titre d'entreprise ou de grande fortune, d'injecter de l'argent à Versailles, et un peu pour tout, c'est-à-dire à la fois pour un banc, je me souviens, pour un arbre, mais c'est très ciblé. Et c'est ça qui est intéressant dans cette Tous les politique. projets sont fléchés et on en parle directement avec le mécène, qu'il s'agisse d'une entreprise ou qu'il s'agisse d'un particulier, et on choisit ce qui va correspondre le plus à sa passion, à ce qu'il a envie d'aider. Je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui quelqu'un me donner un chèque en blanc. Ça n'existe pas. Les gens s'engagent pour une cause. Alors, mais à cette hauteur cause, parfois de quelques euros. bien sûr, il y a possible. des gens qui nous envoient chaque mois un chèque de 10 euros, par exemple, Ah oui, c'est pour Versailles. D'accord. Et nous les connaissons, et chaque année nous les recevons à Versailles pour une soirée, pour les remercier. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de petits dons et de grands dons. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de restaurer la chapelle royale de Versailles, avec des entreprises, avec l'appui du mécénat d'entreprises, avec l'appui d'une fondation suisse, la Fondation Philanthropia. Les mécènes sont Saint-Gobain, sont LVMH, sont JC Decaux. Mais par ailleurs, les particuliers peuvent aujourd'hui contribuer à la restauration des statues qui se trouvent sur le toit de la chapelle. Il y a 25 statues et je crois qu'on a déjà 12 ou 15 parrains pour ces statues qui s'engagent, et qui s'engagent en plus parfois sur une statue précisément. Oui, Ils c'est ça. préfèrent, C'est très affecté. ils préfèrent pouvoir soigner Saint-Matthieu plutôt que Saint-Jean. Eh bien ça, c'est une conversation permanente avec nos mécènes, et croyez-moi, ça n'a rien à voir avec des déductions fiscales. Oui, eh ben, merci pour ce message, Catherine Pégard, bien reçu. Alors on parle du mécénat et des dons ciblés, du mécénat, j'allais dire un peu classique. François de Bies, vous qui présidez Admical, association qui assure la promotion et la défense du mécénat en France. On parle aussi du mécénat de compétences, et ça c'est très intéressant pour ce qui concerne en l'occurrence la rénovation de Notre-Dame de Paris. Le mécénat de compétences, c'est par exemple Vinci, groupe de BTP, qui va mettre en place un mécénat en prêtant ses employés le temps de quelque travail. C'est aussi du mécénat en nature, avec la filière du bois qui va être mobilisée. François de Bies. Alors le mécénat, pendant des années, ça a été essentiellement de l'argent. C'était un apport d'argent pour financer un projet. De plus en plus, les mécènes ont pris conscience que si on voulait aller au bout de cette démarche de mécénat, il fallait un accompagnement. Et aujourd'hui, parce que le mécénat, c'est une rencontre, j'ai même envie de dire, c'est parfois une histoire d'amour entre le mécène et le bénéficiaire. Et c'est pas une histoire de gros sous, ça n'est pas qu'une histoire de gros sous. Et donc aujourd'hui, il y a besoin de plus en plus de la mise en œuvre de ressources humaines à côté des ressources financières,
Cette mise à disposition, eh bien, bon, elle existait historiquement dans notre pays à travers le bénévolat. Hein. Vous savez qu'il y a 16 millions de bénévoles en France, donc c'est énorme. Mais se développe de plus en plus, et maintenant ça représente plus de 10%, 12% du mécénat global, le mécénat de compétences, c'est-à-dire la mise à disposition de collaborateurs par leurs entreprises sur leur temps de travail, contrairement au bénévolat de compétences qui est en dehors du temps de travail, pour qu'ils puissent faire bénéficier de leur savoir-faire à des associations qui en ont besoin. Et donc ça se développe énormément, et d'autant plus que dans la jeune génération de collaborateurs, dans ces fameux millennials qui arrivent maintenant sur le marché du travail et qui prennent une place importante, eh bien, il y a une demande à ce niveau-là, parce qu'ils ont une attente de sens dans leur vie professionnelle et que le mécénat de compétences leur permet d'aller dans cette direction-là. Donc, les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, parce que ça concerne aussi bien les petites, eh bien, vont de plus en plus aller dans cette direction du mécénat de compétences. C'est bien parce que ça permettra justement de mener les projets dans une véritable complémentarité entre le savoir-faire associatif classique et le savoir-faire qui vient du monde du business. Ces deux mondes autrefois s'ignoraient, pour ne pas dire plus. Aujourd'hui, ils ont appris à travailler ensemble, et je pense que c'est, en termes d'évolution de la société, c'est quelque chose d'absolument majeur pour l'avenir. Alors, je rebondis sur vos propos, François de Biesse, pas avec une petite entreprise, mais le premier exploitant de chaînes en France, c'est Charlois, qui affirme avoir déjà commencé à mettre de côté des chaînes de qualité suffisante qui pourraient servir potentiellement à reconstruire la charpente de Notre-Dame. Voilà, s'il y a cet élan aussi de mobilisation avec tous ces secteurs de compétences intégrés dont on parle sur Europe 1 ce matin, et c'est bon de faire le point. On a beaucoup de messages d'auditeurs qui vous remercient d'ailleurs de remettre un peu les points sur les i sur ce sujet depuis l'afflux de polémiques. C'est précisément pas l'avis de Jean-Jacques. On verra s'il a évolué au gré de cette émission. Dans un instant, je le reçois. Il nous appelle d'Arcueil au 39 21. Alors que les promesses de dons pour reconstruire Notre-Dame vont dépasser des records historiques, l'ampleur de cette générosité fait parler dans le contexte de grave crise sociale que traverse la France. Wendy Bouchard. On a expliqué les choses il y a encore quelques minutes avec François de Biesse, président d'une association amicale qui assure la défense du mécénat en France, avec Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, qui nous disait bien aussi l'investissement très, très fort d'un certain nombre de mécènes et pas simplement les grandes fortunes. Mais avez-vous été sensible à ces propos, Jean-Jacques, vous qui nous appelez au standard depuis Arcueil au 39 21. Bonjour. Bonjour Wendy, merci de m'accueillir. Ah ben vous faites du Sarkozy et du Canteloup dans le texte. Merci de voilà, et je salue Julie, et évidemment la voix historique d'Europe 1 et François et Catherine. Merci déjà pour cette note d'humour qui va peut-être nuancer votre propos. Oui, effectivement, lorsque j'ai appelé Europe 1, je ne suis pas du tout en colère. Non. Mais ce que je veux dire, la polémique actuelle avec ces dons extraordinaires en 24h30 là, des très grands groupes français, des milliardaires français, 72 milliards de fortune personnelle de Monsieur Arnault. Je ne sais même pas moi si je pourrais l'écrire, voyez, en chiffres, ce chiffre mirobolant. Mais ce que je veux dire, c'est que Monsieur Arnault est très honorable, et Monsieur Pinault et je ne sais plus qui vont donner des sous, des sommes importantes. Mais si avant, voyez, ces personnes-là étaient reconnues et connues pour leur, humanité et leur mécénat envers les personnes, envers les gens de peu. Voyez, depuis le 17 novembre, il y a ce mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que le groupe Arnault, le groupe LVMH et Monsieur Pinault ont donné 1 centime d'euro pour justement aider les personnes en grande difficulté? C'est ça le décalage entre une catastrophe naturelle, n'importe quoi, accidentelle, Notre-Dame. Vous voyez, le 11 septembre, c'est ce décalage terroriste qui vous choque. Oui, et bien sûr, et les catastrophes naturelles, tout le monde devient humaniste et va donner même 1 euro ou 10 euros, vous voyez, pour aider les gens qui sont en difficulté. Alors, mais là, dans ce cas précis, le décalage des 1 milliard pour restaurer un bâtiment, vous voyez, de la pierre, et l'humain là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi Jean-Jacques, vous rebondissez notamment complètement à ce qu'a tweeté la Fondation Abbé Pierre. Si vous pouviez abonder 1% pour les démunis, nous serions comblés. C'est cette philanthropie qui manque, mais dont a quand même parlé Catherine Pégard. François de Biesse, pour répondre à Jean-Jacques qui est toujours en ligne. Oui, alors Jean-Jacques, là, je voudrais m'inscrire un petit peu en faux par rapport à ce que vous venez de dire. Je comprends très bien l'émotion qu'un tel afflux de dons sur une opération patrimoniale peut susciter, mais ce que je peux vous dire, et avec certitude, c'est que depuis des années et des années, les grandes fondations que vous venez de citer, l'une comme l'autre, sont engagées dans des domaines de société, dans des causes sociales qu'ils défendent avec une modestie exemplaire,
pour des montants qui sont parfois considérables. Alors on s'arrête à la fondation LVMH du Bois de Boulogne en ce qui concerne le groupe Bernard Arnault, on s'arrête à la Bourse de Commerce ou au Palazzo Grassi en ce qui concerne Pinault, mais je peux vous dire que par derrière, ces deux grandes fondations et ces deux grands mécènes individuels ont des engagements sociaux qui sont formidablement importants. Et donc ça, il faut... Et ils peuvent rendre transparents d'ailleurs leurs actions. Mais bien sûr, tout est parfaitement transparent. L'humilité de ces personnes-là, effectivement, de les rendre pas transparentes. Mais on a été informé, vous voyez, de ce que je venais de vous dire, eh ben, il n'y aurait pas du tout de polémique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand Corbière, ce matin, sur votre antenne, vous voyez, balance 25 milliards de bénéfices en un an, en 2 ans, je ne sais pas quoi, mais c'est inimaginable pour une seule personne. Alors c'est sûr que M. Arnault... Il est aussi dans la logique de la France Insoumise, Alexis Corbière. Bien sûr, moi je ne suis pas France Insoumise, je suis de gauche, vous l'aurez compris, je suis pour le partage et le don. Vous voyez, Alexandre Mars, qui est passé souvent sur votre antenne, lui a fondé la fondation EPIC, donc un ancien richissier milliardaire qui a tout laissé tomber pour aider les gens avec le partage et le don. Pour lui, c'est l'avenir. Et ben moi, je crois tout à fait, et c'est un homme charmant. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, Jean-Jacques, parce que vous prouvez qu'on peut aussi, le temps d'une émission, s'enrichir et en savoir plus, au-delà des polémiques précisément. Et François Desbiens et Catherine Pégard nous l'ont prouvé. Une petite réaction, Catherine? Non, juste pour ajouter à ce que vient de dire François Desbiens, on peut attester, je crois, l'un et l'autre aussi, parfois de la pudeur ou de la modestie de ceux qui donnent. Et je pense que là, on est dans une cause qui est publique, qui est universelle, qui est mondiale. Mais il faut aussi savoir que ces mêmes personnes peuvent donner, et j'ai en tête des cas très précis, peuvent donner ou bien pour aider quelqu'un tout d'un coup, demain matin, ou bien pour des causes qui concernent la santé, qui concernent la solidarité, sans en faire état et en demandant même qu'on n'en fasse pas état. Oui. Merci, Catherine Pégard. En France, on a coutume de dire le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Eh bien, je pense que ça, c'est une vraie marque caractéristique de la philanthropie à la française. Avec le mécénat, avec le sponsoring aussi, qui est pour 30 secondes pour terminer, parce que comme ça, on aura été un peu complet. Le mécénat est une opération désintéressée, le sponsoring est une opération commerciale. Donc, en face du don, des sommes qui sont dépensées dans le sponsoring, il y a ce qu'on appelle des contreparties, alors que le mécénat est une opération par nature désintéressée. Merci, Catherine Pégard. Pour le château de Versailles, quels artistes exposés en ce moment ou quels joyaux à découvrir avec vous ? On vient d'inaugurer 3 choses à la fois, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réouverture des appartements de la Reine, ça c'est un événement majeur. Et puis une exposition consacrée à Madame de Maintenon, cette presque reine dans l'ombre de Louis XIV, et puis un accrochage, enfin une exposition qui permet d'ouvrir les appartements de la Dauphine et consacrée à une reine une reine totalement effacée du paysage, Marie Lexinska, l'épouse de Louis XV, évincée par Madame de Pompadour, mais qui pourtant était passionnée par les arts et avait un goût très prononcé à la fois pour les arts et pour encourager les artistes et pour faire venir à la cour de France des artistes du monde entier. Et donc nous ouvrons cette fois-ci encore une 15aine de pièces et en honneur aux reines de Versailles et à des destins très romanesques. Et je pense que c'est une manière de mettre un peu de gaieté dans ce printemps. Quelque chose me dit que vous reviendrez dans ce studio, Catherine Pégard, pour nous en parler. Je salue Jean-Jacques qui nous a appelé au standard pour terminer. Julie. Oui, j'ai une petite info qui concerne le Monde Hippique. On va renommer le prix du président de la République qui se tient dimanche à Auteuil, prix Notre-Dame de Paris. Et voilà, avec tous les bénéfices de cette course reversés à la rénovation. Allez, 10 secondes pour terminer. Le mot de la fin, François Desbiens. Il n'y a aujourd'hui que 9% des entreprises en France qui font du mécénat. 91% n'en font pas. Le combat d'Admical, c'est d'amener le plus d'entreprises à aller vers le mécénat. Et d'autre part, si cette opération exceptionnelle autour de Notre-Dame pouvait remettre en route un véritable élan de lien et de générosité et de solidarité au sein de la société, eh bien je pense que ça aurait été un grand mal pour un grand bien. Merci pour ces mots partagés, chers amis. À très bientôt et à tout de suite pour parler de l'art du rap en question. Julie. À tout de suite avec Wendy Bouchard.